Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques petites explications sur le déroulé. Tout d'abord, je vais présenter Nicolas. Ensuite, Nicolas va devant vous parler 20-30 minutes, mais comme c'est un marathonien, s'il va jusqu'au bout, il n'y aura pas de questions derrière. Si tel n'est pas le cas, je lui poserai quelques questions pour compléter en fait son propos. Ensuite, après, vous l'avez entendu, c'est vous qui allez poser des questions avec le fait qu'on va retenir 5 questions, mais surtout, après vos questions, il y aura un petit moment, on va changer les choses sur le plateau, parce qu'ensuite, on enchaîne avec la séquence concert, avec Django Musique. Alors surtout, une fois que nous avons fini notre dialogue, une fois que Nicolas termine son exposé, vous ne partez surtout pas. Voilà. Maintenant, je te présente mon cher Nicolas. Nicolas a été longtemps et toujours au moins l'un des personnages publics préférés des Français. Nicolas a commencé sa carrière comme journaliste. Petit à petit, il s'est imposé avec une émission qui s'appelait tout d'abord Ushuaïa et ensuite Ushuaïa Nature. Et comme tu te plais à le dire souvent, tu n'es pas né écologiste, mais tu l'es devenu, en revenant parfois sur les mêmes lieux et en voyant la dégradation très forte qui s'était produite entre-temps. Et tu as été, on peut dire, le pédagogue écologique des Français pendant des décennies. Et c'est une pédagogie qui a eu recours essentiellement à la beauté de la nature pour y sensibiliser les gens et pour la préserver. Ensuite, en quelque sorte, tu es monté en expertise de plus en plus. Tu as tout d'abord eu une mission confiée par François Hollande dans la préparation de la COP21 qui a eu lieu fin novembre et décembre 2015 à Paris. Puis ensuite, tu as été nommé ministre de la transition écologique et solidaire par Emmanuel Macron. Tu es resté à ce poste pendant 18 mois. Et puis, tu as démissionné sur les ondes, en direct, du fait de la difficulté que tu avais à faire avancer les choses dans le pays voisin. Alors, on ne va pas revenir sur le contexte, on va te donner la parole, puisque le président du Conseil d'État ici, Antonio Jas, l'a en quelque sorte décidé, mais vous savez que finalement, nous sommes dans une dynamique qui conduit, enfin en tout cas peut conduire, et très probablement conduira à des chocs, à des formes d'effondrement. Donc la question qui t'est posée ce soir, c'est face à cet horizon un peu sombre, mon cher Nicolas, qu'est-ce qu'on peut faire? Merci de ta réponse. Vous avez la semaine. Merci beaucoup Dominique, merci à celles et ceux qui m'ont invité. Et j'en profite parce que je n'ai pas eu souvent l'occasion de le dire quand je me suis lancé dans cet engagement il y a maintenant plus de 30 ans, avec une conscience qui était très éloignée de celle que j'ai aujourd'hui, avec une gravité, heureusement, qui n'était pas celle que nous portons aujourd'hui. J'avais juste une sensibilité environnementale, naturaliste. J'étais comme beaucoup sensible à la beauté de la nature, conscient de sa fragilité et des multiples agressions qui convergeaient vers elle. Enfin, disons que j'étais dans l'écume des choses et que, un beau matin, un garçon qui était à ma droite s'est proposé de structurer un tout petit peu ma pensée, de l'étayer, de l'asseoir scientifiquement, de la conforter. Et petit à petit, grâce à Dominique, s'est constitué autour de moi un cercle de sachants, de scientifiques, qui m'ont permis de ne pas trop me perdre dans cet engagement, de le nourrir, de le développer. Et je voulais leur remercier. Alors, démarrer un propos avec une question évidemment aussi vaste est un exercice très périlleux. Moi, je pense que ce siècle
où la messe n'est pas encore dite, où tous les possibles sont encore ouverts. Parce qu'on sent bien intimement à l'observation du monde dans lequel nous vivons, sans forcément porter le regard dans des horizons très lointains, que nous sommes sur un chemin de crête, sur un seuil étroit de tolérance, et je reste convaincu que les dés ne sont pas encore joués. Mais je suis convaincu que la fenêtre d'opportunité pendant laquelle nous pouvons décider de notre sort, de notre avenir, est extrêmement réduite. Victor Hugo, que je risque de citer plusieurs fois quand il m'a conforté également dans mes pensées et mes conditions, disait: le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. On a devant nous une révolution à faire. Je préférerais qu'on la fasse à l'amiable. Parce qu'elle se fera, encore une fois, qu'on le veuille ou pas. Mais le temps pour la faire à l'amiable nous est compté. On a une révolution, et c'est peut-être là l'immense malentendu qui fait que parfois des sincérités s'opposent et des malentendus se confrontent. C'est un changement culturel, sociétal, économique, civilisationnel qu'il va falloir opérer. On n'attend pas, même si on l'accueillera avec plaisir, de grandes découvertes scientifiques, technologiques. On a déjà, très sincèrement, suffisamment d'outils sous la main. La révolution que l'on doit opérer, c'est la révolution des esprits. Je citais tout à l'heure deux hommes qui, eux aussi, m'ont inspiré. Edgar Morin, qui vient de sortir ses mémoires, je vous les recommande. Homme de sagesse, homme qui s'est obstinément battu contre toute forme de résignation. Il disait: nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants. Puis dans un autre registre, un peu plus tôt, au siècle dernier, Einstein disait: notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Ben là, on est dedans. Pour moi, ça résume très très bien l'équation, le dilemme dans lequel nous sommes. On n'est pas victime de notre faiblesse, on n'est pas victime de notre trop grande puissance, on est victime de notre aveuglement. J'ai cette conviction qui serait très facilement démontable par les intellectuels et les scientifiques, que depuis que le monde existe, on a franchi deux sauts, deux pas, le pas de la vie. Au passage, d'ailleurs, ce pas de la vie, il n'était pas évident. Parce que moi, j'ai longtemps cru que, pour finir dans l'univers, la vie était la norme, mais la vie est l'exception. Et ça serait bien, d'ailleurs, que dans la révolution des esprits, on ait conscience que s'il y avait un loto dans l'univers, on a tiré le ticket gagnant. Et on a un double privilège, on fait partie de la vie et on a conscience. Nous sommes la partie consciente de la vie. Et je le disais aussi, la vie avait des milliards d'autres possibilités que d'émerger et de cheminer sur cette planète. Et un jour, un ami mathématicien me disait, pour essayer de m'illustrer combien la somme de coïncidences et de paramètres qu'il a fallu combiner pour que la vie trouve son chemin, elle était aussi improbable que si j'avais une boîte avec des lettres d'imprimerie, je la faisais tomber par terre et que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme s'inscrive soudainement. Mais c'est bien d'en avoir conscience. J'étais il y a quelques jours à bord d'un bateau et il se trouve qu'à bord il y avait un astronaute, Jean-François Clairvoy. On devisait comme ça, parce que lui a vu la Terre de l'espace. Il a vu sa fragilité, sa beauté, sa vulnérabilité, puis on parlait de la sonde Voyageur, qui est sortie du système solaire. Et jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé le début d'un commencement de preuve que la vie ait pu cheminer ailleurs. Donc si nous pouvions avoir cette conscience aiguë de ce privilège. Le deuxième saut, c'est le pas de l'esprit. L'homme a pris conscience de lui-même. Et puis, je pense que le XXIe siècle
qui démarre avec certaines turbulences, eh bien c'est le moment, il va falloir le troisième saut, ensemble, c'est le saut du sens. Je pense que, alors ça paraît évidemment très abstrait, je ne suis pas sûr qu'on tienne un programme politique avec cette perspective, mais moi je veux ne pas me résigner au fait qu'il soit si difficile de nous tordre un peu l'esprit sur cette notion-là. Parce que je vois bien qu'au fil du temps, on a interverti les fins et les moyens dans beaucoup de domaines. Je pense comme ça, il me vient à l'esprit, quand j'étais au gouvernement, j'avais en charge l'économie sociale et solidaire. Quand j'ai découvert qu'un jour, encore dans le Code civil, la raison d'être d'une entreprise, c'est le profit, je me suis dit, mais il y a quand même un petit souci. Peut-être mettre la loi en conformité avec les mœurs. Même ça, je ne suis pas parvenu. Quand on regarde, je vous incite d'ailleurs, si vous n'avez pas lu, un livre qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, qui explique qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a créé l'Organisation internationale du travail, tout était dit sur l'économie. L'économie, d'abord, c'est la science de la rareté, au passage. Deuxièmement, l'économie, c'est un moyen au service de l'épanouissement humain. Mais quand vous regardez, après Roosevelt, on a inversé les choses. On a indexé la finance aux besoins de l'économie et on a utilisé les hommes comme du capital humain. Il est peut-être temps de remettre les choses dans le bon ordre. Donc cette question du sens, elle est pour moi fondamentale. Et puis, dans cette révolution des esprits, il y a la nécessité que l'homme se reconnecte à la nature. Oh, pas d'une manière rousseauiste, quoique, pas simplement en appréciant, et je le souhaite, le parfum des roses, en s'extasiant sur la beauté d'un colibri. Mais se reconnecter, c'est s'inspirer des lois de la nature. Ne pas s'en exonérer, et surtout ne pas imaginer un seul instant que nous sommes sur une dynamique distincte. D'ailleurs, souvent, je me dis, comment se fait-il que les intellectuels, dont tu fais partie, mais tu es une exception, aient une sorte de réticence à s'exprimer sur les enjeux écologiques qui concernent l'avenir de l'humanité. À part Edgar Morin, des gens comme toi, mais on les compte sur les doigts des deux mains, qui sont extraordinaires, ces intellectuels, ceux qui sont sur les plateaux de télé, parce que dès qu'il y a un problème de société, en 5 secondes, ils savent exactement la vérité. Mais sur quelque chose qui concerne l'avenir de l'humanité, on ne les entend pas. Et un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Et à la réflexion, mais ça n'engage que moi, ça n'est validé par aucun travail scientifique, je pense que l'homme a subi 2 humiliations plus une. La première, c'est quand Galilée et Copernic nous ont fait la démonstration qu'on n'était pas le centre du monde. La deuxième, dont certains ne s'en sont toujours pas remis, c'est quand Darwin nous a fait la démonstration qu'on n'avait pas fait l'objet d'une création séparée. Pensez donc, les grands singes, nos cousins, 98% de patrimoine génétique en commun avec les poulpes, on ne devrait pas en avoir honte, parce que si vous saviez de quoi une poulpe est capable, il y a une chose dont elle n'est pas capable, c'est de s'auto-détruire. Et puis la troisième humiliation, eh bien, c'est de découvrir que l'homme peut être un loup pour l'homme. Et que nous pouvons être notre pire ennemi. Ben, au lieu de s'en humilier, on devrait plutôt s'en responsabiliser. Avoir conscience de cela. Avoir conscience que peut-être qu'à cause de l'hypertrophie de la technologie, du développement des applications de la science, du fait que la science et la conscience se sont désynchronisées, que la conscience est à la traîne de la science, que quelque part, nous subissons notre destin, mais nous ne le conduisons pas. Et ça, c'est humiliant. Oui, c'est humiliant. C'est
C'est humiliant de ne plus savoir où on va, de ne plus savoir où on peut aller parce que tous les chemins ne sont pas praticables. Et donc on en revient à cette nécessité de partager une vision, de savoir où on peut aller, comment on peut y aller, mais de se voir aussi tel que nous sommes, c'est-à-dire au-delà de nos différences, de notre diversité précieuse, que nous sommes une seule et même famille, et qu'il n'y aura pas des gagnants ou des perdants. Ah, il y en a qui vont souffrir avant. Mais comme le disait Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, on est condamné à penser, agir ensemble, ou à tous souffrir comme des idiots. Et ça, c'est le paradoxe, je dirais, positif. Si, pour une fois, plutôt que de mijoter en permanence nos petits préjugés comme si on avait l'éternité devant nous, on pouvait se voir avec notre force, notre vulnérabilité, mais notre destin commun. Mais alors, comment fait-on? D'abord, avons-nous le choix? Avons-nous le choix de faire ou de ne pas faire? Oui, on a le choix. On a le choix de regarder les événements nous échapper. Mais il n'y aura pas de dénouement heureux. Avec cette double injustice que ceux qui risquent d'être pénalisés sont souvent ceux qui ne sont pas forcément responsables du phénomène, ou ceux, et à commencer par nos enfants, qui vont hériter d'une somme d'indifférence, d'ajournement ou d'entêtement que nous aurons provoqué. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des mots pour moi qui doivent guider le XXIe siècle. Et le dernier d'entre eux, je vous expliquerai pourquoi celui-là, on n'a pas le choix que de l'incarner dans toutes les dimensions. Le premier mot, c'est diversité. Un monde qui s'uniformise, un monde qui réduit la diversité, qu'elle soit génétique, qu'elle soit culturelle, n'a aucune chance de résoudre les difficultés, les aléas. Si la vie a pu cheminer avec autant de succès, c'est grâce à sa diversité. Le deuxième mot, c'est l'humilité. Jean Rostand disait « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes ». Soyons déjà des hommes. Et je pense que le XXIe siècle, nous devons achever l'accomplissement de notre propre humanité qui a été dépassée par la technologie. Et cette humilité, donc Pierre Rabhi nous rappelle qu'elle a la même racine que le mot humain, humus, elle nous est indispensable. On est capable de grandes choses et je ne minimise pas l'homme. Je ne le place pas sur le sommet d'une pyramide, mais je ne le rabaisse pas. Mais souviens-toi, je fais une petite diversion, mais quand Yves Coppens, qui animait une commission pour élaborer la charte de l'environnement adossée à la Constitution, à l'époque, j'avais eu un petit échange, mais que nous avons amicalement résolu. Il avait écrit dans le journal Le Monde une tribune à propos des changements climatiques. Il avait dit « Vous inquiétez pas ». Parce qu'avec notre puissance de feu nucléaire, on pourra changer l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et on pourra régler la machine climatique. Depuis, il a fait amende honorable et c'est la qualité des grands esprits. Mais ça ne veut pas dire que certains esprits ne conservent pas ce scientisme, ce positivisme excessif qui pense que notre cerveau humain pourra résoudre toutes sortes d'équations. J'ai du mal à penser que, quelles que soient nos convictions religieuses ou pas, nous soyons capables de nous substituer à l'horlogerie originelle.